Nous partons la semaine prochaine pour la mission de Chesapeake, qui est d'une ampleur inédite. Vous l'avez rappelé, 350 personnes, 13 avions, dont 12 Rafales marines qui vont traverser l'Atlantique, 2 mois aux États-Unis. Ça va se dérouler en 2 phases. Tout d'abord, une phase à terre d'à peu près 1 mois, durant laquelle les Rafales seront déployés sur la base d'Oceana, à proximité de Norfolk, qui est la Mecque de l'aéronautique navale américaine sur la côte atlantique, avec plus de 300 chasseurs présents quasiment en permanence sur cette base. Et le Hawkeye qui, lui, sera sur la base de Chambers, à proximité immédiate de Norfolk, qui est la base depuis laquelle opèrent les différents escadrons de Hawkeye. Seconde phase, à bord de l'USS Bush, pendant 2 semaines, période durant laquelle 18 pilotes de Rafale, dont un pilote américain actuellement en échange à Landivisio, et 6 pilotes de Hawkeye seront qualifiés à l'appontage sur le Bush. Donc c'est un élément qui est assez intéressant, même si la plupart des pilotes français ont déjà été qualifiés sur d'autres avions durant leur formation, sur des porte-avions américains. Mais avant de revenir sur le déroulement de ce déploiement, je vais rapidement parler de la partie planification. Donc effectivement, depuis 2 ans, c'est étudié par la Marine. Depuis 9 mois maintenant, nous travaillons, notamment au centre d'expertise du groupe aérien embarqué que je dirige, pour organiser un petit peu le déplacement des flottilles de Rafale, les 17F, 12F et 11F, de la 4F Hawkeye, et des différentes unités qui viennent nous soutenir, comme l'a dit l'amiral, donc le porte-avions Charles de Gaulle, personnel des différentes bases aéronautiques navales et également de différentes unités de la marine et des armées. Il y a eu 2 défis principaux dans cette phase de planification. Tout d'abord, ça a été la mise en place de la manœuvre logistique globale, avec la manœuvre technique pour emmener les dizaines de containers nécessaires à l'activité aéronautique sur place. Également soutenir 350 personnes sur un territoire étranger, sur différents sites, militaires ou civils. Et également la mise en place des différents flux, on va dire, informatiques, des réseaux de communication confidentiels, tout en s'assurant de la maîtrise complète des différentes informations qui vont circuler dessus. Je profite de ce petit moment pour bien vous insister sur l'implication des autorités américaines durant ces mois de préparation, qui ont toujours été là pour nous aider à résoudre les problèmes, ce qui indique bien combien ils ont cette volonté de faire en sorte que ces déploiements se déroulent de manière nominale. Et pour illustrer mon propos, j'ai un petit exemple rapide. Il y a 1 mois, il y a eu une tempête sur la côte est des États-Unis et les différents hangars, les différents bâtiments de la base d'Oceana ont été très fortement impactés, voire partiellement détruits. Et le hangar qu'on devait occuper à ce moment-là a perdu complètement son toit et un certain nombre de locaux étaient complètement inondés. Donc, alors qu'en français, on demandait à changer de hangar pour pouvoir se déployer convenablement, ils nous ont dit « Ne vous inquiétez pas, dans 3 semaines, le hangar il sera neuf ». Et 3 semaines plus tard, il y avait un toit, tout était repeint, le sol était ciré, et on va pouvoir se déployer la semaine prochaine. Donc vraiment une preuve que pour eux, c'est important que l'on vienne se déployer. Voilà. Le second défi, comme l'a rapidement abordé également l'amiral, c'est l'organisation du transit, parce que sans avion, il n'y a pas de mission. Donc en 2 routes différentes, comme vous pouvez le voir derrière. Tout d'abord pour le Hawkeye, une route qu'on a appelée Nord, qui va de saut de puce en saut de puce, en passant par l'Europe, l'Islande, le Groenland et ensuite le Canada, cet avion ne possédant pas de capacité de ravitaillement en vol. Et une voie plus sud, passant par les Açores, pour le gros dispositif constitué des Rafales, 12 Rafales, et des 2 C-135, plus un avion qui a été mis à disposition également en cas de problème sur les autres. Donc ce sera départ mercredi prochain de Landivisio pour une mise en place en un seul gros dispositif aux Açores, et ensuite de plus petites cellules qui iront se déployer à Norfolk, constituées d'un C-135 et de 3 Rafales, le tout sur 3 jours. Voilà ce qui fait que, fin de semaine prochaine, l'ensemble du dispositif des 12 Rafales et du Hawkeye seront déployés, et les ravitailleurs de l'armée de l'air, eux, pourront repartir pour leur mission en France. Voilà. En parallèle, nos techniciens seront déployés par des voies aériennes militaires dans le courant de la semaine, pour que tout le monde soit opérationnel la semaine suivante pour le début des vols. C'est maintenant que j'en viens un petit peu au contenu de cette mission. Donc tout d'abord, cette première phase à terre, à Oceana,
durant lesquels nous réaliserons des vols tout d'abord simples puis de plus en plus complexes avec les avions du CAG-8, qui est un petit peu le groupe aérien embarqué avec lequel nous sommes jumelés durant cette mission. Ce dernier étant constitué principalement de F-18 Hornet et Super Hornet, qui est une version un petit peu plus grosse de l'avion précédent. La complexité des missions ira vraiment crescendo afin de permettre d'abord aux pilotes d'appréhender un petit peu l'environnement aéronautique sur place, avec, durant la première semaine notamment, des vols de combat aérien basiques de 2 ou 4 avions. Viendront ensuite des vols de projection de puissance type appui aérien, tels que ceux qu'on mène ou qu'on a menés durant ces dernières années dans les missions à Romans chez Chamal. Donc, on consiste tout simplement à aller sur une zone d'exercice avec un contrôleur tactique présent au sol et qui va utiliser les capteurs de nos avions, Rafale ou F-18, pour trouver des cibles et éventuellement les engager. À noter que certaines de ces missions se termineront par des engagements avec de l'armement d'entraînement type obus ou bombes guidées laser. Les semaines suivantes, ces scénarios vont se complexifier avec des vols d'assaut à la mer ou de lutte anti-aérienne. L'objectif de cette progressivité étant d'aboutir à des vols en dispositif allant jusqu'à 16 appareils, mêlant des patrouilles françaises et américaines qui emploieront des bombes simulées ou simuler l'emploi de missiles de croisière contre des objectifs extrêmement défendus par des systèmes solaires et également des menaces antiaériennes. Donc l'objectif de ce type de mission extrêmement complexe est à la fois de démontrer notre capacité à réaliser ces missions avec les Américains, mais également le haut niveau d'intégration que cela nécessite pour pouvoir les réaliser. Le Hawkeye, quant à lui, réalisera des missions de command and control telles que celles qui mènent en opération et de manière complètement interchangeable avec les missions que mèneront les Hawkeye américains. À noter que tous les équipages de Hawkeye sont formés sur la base de Norfolk, donc ils connaissent très bien cette zone, et les équipages de Hawkeye, et les matériels utilisés par le Hawkeye français étant extrêmement proches des Hawkeye américains, on n'a même plus besoin de parler d'interopérabilité, mais d'interchangeabilité entre les aéronefs, les deux étant complètement possibles. Voilà, en parallèle de ces missions tactiques, tous les pilotes réaliseront également des appontages simulés sur piste pour valider leur aptitude à apponter sur le porte-avions Bush. Donc c'est une étape nécessaire d'obtenir cette qualification piste avant de pouvoir partir ensuite, quelques semaines plus tard, à bord de l'USS Bush. Voilà, c'est absolument pas un test que nous demandent de faire les Américains, c'est quelque chose que l'on s'impose également lorsque l'on se déploie à bord du porte-avions Charles de Gaulle. Lorsque nous serons en vol, nous avons également emporté des équipes de contrôle aérien français qui vont être là pour s'assurer de la fluidité des informations qui vont circuler entre notre détachement français et les organismes aériens américains, notamment en cas de problème éventuel. Et également, on peut parler de nos techniciens qui, dans l'ombre, vont travailler alors que les pilotes sont en train de débriefer leur vol ou de tirer les leçons qu'ils ont pu qu'ils peuvent mettre en place à l'issue des missions complexes avec les Américains pour remettre en œuvre nos avions, parfois dans les conditions difficiles, notamment à bord du porte-avions, et afin de permettre le bon déroulement de toutes ces missions qui sont actuellement planifiées. Tout ça, ça se déroulera pendant ce premier mois avec 3 à 4 pontées par jour. Donc ce qu'on appelle pontées, c'est des groupes d'une dizaine d'avions qui décollent, ils font leur mission, ils se reposent, et on refait ça 3 ou 4 fois par jour. Et à bord, le rythme sera un petit peu différent, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Donc au début du mois de mai, une fois que tout ceci aura été validé, que tous les pilotes seront qualifiés SSP, nous nous déploierons à bord de l'USS Bush en compagnie d'autres aéronefs américains, le tout étant de constituer à la fin un groupe aérien mixte, français et américain, d'une quarantaine d'appareils sur l'USS Bush pour une dizaine de jours à la mer. Durant ces 10 jours, il y aura d'abord une phase de qualification à l'appontage, bien évidemment pour les pilotes français, mais également pour les pilotes américains qui sont également dans une phase de remontée en puissance avant de partir en déploiement opérationnel avec le Bush. Et à l'issue de cette série d'appontages qui permettront à chacun d'être qualifiés, cette fois-ci pour de vrai, à l'appontage sur l'USS Bush, eh bien, les vols plus tactiques reprendront un petit peu sur le même rythme, sur la même progressivité que ce qui s'est passé à terre, mais cette fois-ci sur des missions plutôt orientées sur la projection de puissance dans le domaine aéromaritime, avec notamment des missions d'attaque sur les destroyers qui vont accompagner le groupe aéronaval franco-américain, si je puis me permettre.
Voilà, seront également réalisées des Large Force Strike missions, des dispositifs comme je vous en parlais tout à l'heure, mais cette fois-ci à bord du porte-avions. Ce qui démontre la capacité pour les marines françaises et américaines de réaliser des vols d'entrée en premier sur des théâtres, on va dire, de haute intensité. Et c'est bien un des buts de ce déploiement. Voilà. Mais les pilotes ne sont pas les seuls à s'entraîner durant cette phase-là. Il y a également les équipes de pont d'envol du porte-avions Charles de Gaulle qui vont nous accompagner et qui vont eux aussi se réentraîner in situ au balai sur le pont d'envol des Rafales et des Hawkeye avant la remontée en puissance et les premières sorties à la mer du Charles de Gaulle à l'automne prochain. Voilà, tout ceci pendant une dizaine de jours. Ensuite, eh bien, tout le monde repartira à terre, puis le retour en France à la fin du mois de mai. Début juin, donc, le détachement tel qu'il est prévu sera terminé. Néanmoins, il y a toute la manœuvre logistique qui sera toujours en cours et qui se terminera début juillet avec le retour des derniers matériels qui seront très rapidement régénérés pour repartir à bord du Charles de Gaulle pour être à temps pour les premières sorties à la mer, comme je vous le disais, à l'automne. Et ces premières sorties, eh bien, c'est l'aboutissement pour le GAE d'une année et demie d'opérations et d'exercices en vue de cette remontée en puissance de la fin 2018.